Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Le nouveau MacBook Pro est arrivé, l'heure est enfin venue pour la fine équipe de Refait le Mac de délivrer son premier verdict. Sa touch bar est-elle une alternative sérieuse aux écrans tactiles? Est-ce une réelle innovation ou plutôt un gadget? Le MacBook Pro est-il le meilleur ordinateur portable du marché? Bref, faut-il craquer malgré son prix élevé? Débat. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le Mac, alias ORLM, bienvenue à l'école 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous nous retrouvez chaque semaine sur YouTube, en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les petits boutons sur nos chaînes respectives. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes et nous retrouver en version HD si vous aimez podcaster l'émission, et également en une version audio. Vous nous retrouvez également, vous le savez, vous en avez l'habitude, sur nos applications iOS, pour iPhone et iPad, et pour l'Apple TV. Regardez, il est enfin arrivé, le MacBook Pro Retina 12, 13, 15 pouces, touch bar il y en a pour tout le monde. On a tous les modèles en plateau cette semaine, on a beaucoup de chance. Et pour en discuter à mes côtés, en plateau, pour débattre autour du MacBook Pro, Gonzague d'Ambricourt. Bonjour Gonzague. Ça va Olivier? Toujours à bouche cousue? Toujours à bouche cousue. Tu rappelles ce que c'est bouche cousue? Bouche cousue, c'est ma société de conseil en informatique. Voilà, tu vas conseiller ou pas là? Non, on va pas répondre tout de suite s'il faut acheter un MacBook Pro. Autre habitué d'en Refait le Mac, un historique d'en Refait le Mac, il s'agit bien sûr de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, tu sais ce que j'ai fait cette semaine? Non. J'ai réussi à mettre en œuvre entre mon MacBook et mon iPhone, tu sais, le copier-coller universel, la capacité à copier une image sur ton iPhone et à la récupérer instantanément sur son MacBook. Comme quoi, macOS et iOS, c'est le meilleur de MacBook. Donc ça a mis un peu de temps, mais tu y es arrivé bien. Ouais. Autre historique d'en Refait le Mac, il s'agit de Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, c'est drôle parce que là je suis en train de faire la même chose que toi et sur un nouveau MacBook Pro, ouais. Et rien ne sera plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vraiment, jusque-là j'avais une routine, tu vois, en partant de chez moi le matin, j'ai mes clés, j'ai mon badge pour le bureau, etc. Là c'est, est-ce que j'ai mes adaptateurs? Est-ce que j'ai bien mes adaptateurs? Parce que sinon c'est pas la peine que je quitte la maison. Et voilà. Donc, les gens d'Apple disent que c'est une phase de transition. Elle ne va pas durer longtemps, il paraît, mais on va justement en débattre ce soir. On va débattre également avec Didier Poulicani, le fondateur et le rédacteur en chef de Mac Forever, qui est partenaire de cette émission. Bonsoir Didier. Salut Olivier, tu vas bien? Ça va bien et toi? J'ai une petite voix moi aujourd'hui. Mais oui, tu as beaucoup testé des MacBook Pro ces derniers jours, c'est peut-être pour ça aussi. Je criais beaucoup. Bon, très bien. Et dernier intervenant ce soir, un chroniqueur et community manager de l'émission. Il s'agit bien sûr de Benjamin Labat. Bonjour Benjamin. Salut Olivier, ça va bien? Ça va bien. C'est Benjamin qui sera en charge ce soir de collecter vos questions que vous avez posées via le Twitter, le compte Twitter d'On refait le Mac, @OnRefait-le-Mac, en utilisant l'hashtag ORLM. Voilà. Et avant tout de suite de débattre, on va d'abord faire une petite référence à nos sponsors ce soir. Cette semaine, notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 750 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Crucial vous propose en plus de faire des économies en vous proposant un bon plan à l'occasion du Black Friday. Le SSD MX300 750 Go vous est proposé au prix de 132 €, soit une remise de plus de 50 € par rapport au prix habituel sur le site www.crucial.fr. Et en plus, pour tous les fans d'ORLM, Crucial vous offre la livraison UPS d'une valeur de 17,49 € avec le code ORLM. Il faut le taper en majuscule, c'est important. Ce code n'est valable que jusqu'à samedi 26 novembre à 20 h. Autre partenaire ce soir, autre objet à gagner, regardez, ce sont les housses ORLM de une belle surprise que nous fait Busy, l'inventeur des housses en néoprène pour MacBook Pro. Regardez, elle est de toute beauté, cette housse ORLM avec à l'intérieur, regardez, pour les 40 ans d'Apple, un magnifique... voilà, un adaptateur arc-en-ciel, on peut tout mettre dedans. Et une petite signature, regardez, designée in Corsica, made in the cloud. Donc c'est spécialement pour On refait le Mac. Il y a 7 exemplaires de cette housse à gagner ce soir en répondant à la question qui vous sera posée bien sûr en fin d'émission, comme pour le concours Crucial. Merci à Bézi donc pour ces housses. C'est une housse spéciale ORLM. Il y a une version plus générique sans ORLM. Elle s'appelle la housse Busy Mac Addicted pour les 40 ans d'Apple. Celle-ci est réservée uniquement pour le MacBook Pro 13 et 15 pouces Retina, alors que la robe ORLM, elle est compatible avec toute la gamme, hormis les tout derniers qui sont sortis. Donc répondez bien à la question à la fin de l'émission. Et tout de suite, je vous propose qu'on passe au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, et c'est Gonzague qui s'y colle.
Le chiffre de la semaine, c'est 77%, parce que la question qu'on a posée sur Twitter, c'était est-ce que la Touch Bar est une révolution ou un gadget? Et vous êtes 77% à avoir trouvé que c'était un gadget. Merci d'être d'accord avec moi. Ah, tu donnes déjà le résultat de l'émission finale? Non, mais j'ai rien dit. Voilà. Non, en fait, on a mal posé la question. On aurait dit est-ce que c'est une innovation plutôt qu'une révolution? Mais n'allons pas trop vite. Merci Gonzague pour prendre la température sur le terrain. On va rejoindre notre reporter Clément Lano qui se trouve du côté de l'Apple Store de l'Opéra. Bonjour Clément. Bonjour Olivier. Alors qu'est-ce que tu as demandé cette semaine aux clients de l'Apple Store? Eh bien écoute, on a demandé aux passants devant l'Apple Store leur avis sur les nouveaux MacBook Pro. On a parlé avec eux des prix et des nouveaux connecteurs USB-C. Qu'est-ce que vous pensez du prix 1600 € pour le premier MacBook Pro? C'est pas un peu cher? Bah, j'ai pas vu la bête, alors je peux pas vous dire. J'ai un MacBook chez moi, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Je l'ai payé aussi très cher, mais voilà, ça fait 10 ans que je l'ai et il tourne comme au premier jour. Si on veut un matériel similaire, on arrive moins cher sur un PC quand même. En termes de prix, je m'y retrouve pas. Je préfère un bon PC. Depuis pas mal d'années, je pense que les prix de base sont assez élevés. Aujourd'hui, on voit bien que les PC portables, généralement, il y en a minimum pour 1000 €. Vous pensez que ça va être un peu un frein pour les gens pour acheter ce MacBook Pro, le fait qu'il faut des adaptateurs pour à peu près tout? Non. Pas du tout. Je vous dis, quelqu'un qui aime Apple, il va acheter les adaptateurs. Le retrait de la carte SD, il n'y a plus de slot pour... Mais ça, c'est une hérésie, ça. Ça doit être pour faire acheter des câbles et en plus c'est un peu négatif, donc ouais, un peu incompréhensible. Ça, ce changement de format, je trouve ça vraiment dommage pour le monde entier en fait, qu'on n'ait pas un truc standard. Je ne comprends pas. Pas besoin d'avoir toutes les prises qui, les 3/4 du temps, ne servent à rien. Ça fait acheter des accessoires, déjà que le matériel n'est pas donné, donc si on doit acheter plein d'accessoires en plus, c'est moyen. Ils ont aussi à retirer toutes les touches fonctions des claviers pour mettre un bandeau tactile qui va s'adapter à chaque application. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas un geek et donc je ne peux pas vous parler de ça. Je ne sais pas exactement. Bah, écoutez, il faudrait que j'essaye pour pouvoir vous donner un avis intéressant. Parce que là, pour le moment, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas testé, donc j'en sais rien. Merci Clément. Salut Olivier, à la semaine C'est de prochaine. toute beauté. Allez, on va essayer ensemble maintenant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va parler, regardez, du MacBook Pro Touch Bar. Il est arrivé, on va faire toutes les démos, c'est tout de suite. Et on va commencer par une petite séance d'unboxing. Allez Gonzague, une petite séance d'unboxing si tu veux bien. Ça tombe bien, j'ai avec moi le 13 pouces. C'est la version 13 pouces, elle est toute petite. Parce que toi tu as le 15. Oui, moi j'ai un ordinateur de grand, moi. Transportable. Ouais. Alors, j'ai pas qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur la boîte d'enfant. À part du carton. Ouais. Bon, déjà, évidemment, l'ordinateur lui-même. Alors, tu vois, tout est en train de tomber, c'est très pratique. Aïe. Bon, il est quand même extrêmement fin. Gris sidéral, hein. Ouais, c'est quand même, c'est dommage de l'acheter en argent si tu changes. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Bon, alors, à l'intérieur de ça, pas grand-chose. L'ordinateur, déjà, l'ordinateur, un câble. Le câble USB-C, d'accord. Une certaine longueur et qui est déjà tout tordu. Ouais. Voilà, qui est USB-C à chaque extrémité. Donc ça, on peut le mettre dans n'importe quel sens, plutôt pratique. Et aussi le connecteur sur l'ordinateur. Ouais. Et puis, ça s'arrête un peu à ça. D'accord, tu n'as plus la rallonge électrique qu'il y avait traditionnellement dans les MacBook Pro. 25 €. Ah oui, quand même. C'est un petit budget. Ça a fait beaucoup jaser. Et donc là-dessus, un connecteur USB-C encore. Et ce qui explique qu'il n'y a pas d'adaptateur, rien livré dedans. Hein. Ah bah non, il n'y a absolument rien, donc il faut l'acheter. Donc le petit adaptateur qui est ici, qui nous a permis de brancher des produits en USB 3 tout à l'heure pour préparer cette émission, c'est en plus. Mais je me tourne vers Didier, mais Didier, quand même, Apple a fait un petit effort, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Une petite promotion pour les acheteurs de MacBook Pro sur les différents adaptateurs, je crois. Hein. Oui, enfin moi je l'ai trouvé déjà quand même très cher, parce que celui-là, 25 €, tu vois ce que ça fait. C'est juste l'USB, 25 €. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant si vous avez. Donc il passe de 25 à 9 €. Exactement. Et puis l'adaptateur Thunderbolt qui était assez cher, même voilà, tous les gros adaptateurs qui étaient vers 80 €, eux ils reviennent à des tarifs raisonnables. Donc profitez-en parce que ça s'arrête. Hein. Jusqu'à la fin de l'année, normalement. Voilà, c'est le Black Friday pendant 2 mois. Ouais. C'était le minimum syndical que pouvait faire Apple. Monsieur X, ça montre quand même que, je dirais, le coup de froid qu'il y a eu après l'annonce, la présentation de l'Apple Event, où on a vu le nombre d'accessoires, d'adaptateurs nécessaires pour faire tourner la machine et les prix que ça représentait. Ça montre qu'Apple a à peu près perçu l'agacement, je dirais, des fans et acheteurs historiques, certainement. Absolument. Il y en a beaucoup des adaptateurs. Ils sont gros, ils sont chers, ils sont moches. Et en plus, on n'en voulait pas parce que je rappelle que moi, le seul adaptateur que j'aurais envie d'acheter, contraint et forcé si j'avais le nouveau MacBook, c'est l'adaptateur USB-C vers MagSafe qui est un Kickstarter. Mais ça représente bien un petit peu ce qu'on est en train de subir en tant qu'utilisateur du Mac. On s'achète une superbe machine à 2000, 3000 € et après, on repart avec une boîte d'adaptateurs. Donc oui, c'est la fronde, on n'est pas content.
Ouais, on n'est pas content et c'est vrai qu'en discutant avec les responsables d'Apple, Gonzague, ils avaient tendance à nous dire, bien tout simplement, vous n'avez pas besoin d'adaptateur parce qu'à terme, vous avez vu comme pour l'iMac, ça s'est imposé, la USB s'est imposée, l'USB-C va s'imposer rapidement. N'empêche, pour préparer cette émission, voilà, son adaptateur n'aurait pas pu le faire, donc c'est vraiment indispensable. Apple aurait au moins pu déposer un petit adaptateur USB-C, USB 3, hein, comme ici, ça vaut quelques euros. La base. Moi, j'en ai acheté sur Amazon, ça se vend 5,99 les deux. Voilà, donc si tu veux, quand tu déballes un laptop qui va te coûter entre 2 et 3 000 euros, on va dire, si c'est dans la moyenne de ce que les gens vont payer, quand même, ça aurait été sympa. Je parle même pas d'un câble Lightning, parce que là, c'est vraiment juste une question de cohérence de la part d'Apple. C'est-à-dire que je fais pas le procès à Apple de passer maintenant à l'USB-C. C'est normal. En plus, Apple fait des machines qui sont là pour durer assez longtemps. Moi, mon précédent m'a fait 5 ans. Donc, ok, très bien. C'est la marge de l'innovation. C'est comme ça, tout le monde passe à l'USB-C. Par contre, il faut reconnaître qu'on est dans une période quand même de transition, et c'est eux qui amorcent la transition. Du coup, oui, de fait, allez, juste un petit adaptateur USB pour brancher d'un coup tout ce que tu avais auparavant, ce serait quand même la base. Merci Cédric. On vous propose maintenant de faire le point sur les avancées en termes de design de cette belle machine. Sans surprise côté design, Gonzague, on retrouve ce qui avait déjà été introduit l'an passé sur le MacBook Retina, le petit 12 pouces. Oui, et c'est assez surprenant, c'est que quand tu vas en Apple Store, enfin d'ailleurs ça s'appelle plus Apple Store, ça s'appelle les stores. Non, les Apple. Je vais chez Apple. C'est les Apple. Ouais, et tu as l'impression d'avoir le MacBook 12 quand tu es face au 13, parce qu'ils sont extrêmement proches en termes de taille et en termes de finesse. Sauf que ce qui les démarque, c'est les ports USB 3, Thunderbolt 3 sur le côté. Ouais, la seule différence, c'est qu'il n'est décliné qu'en version alu classique ou en version gris sidéral. Il n'y a pas de gold, il n'y a pas de version rose. Évidemment, pour les pros, on reste. Ce sera pour la version de l'an prochain. De manière générale, ce qu'on peut dire, Monsieur X, c'est que la machine est plutôt réussie. Johnny a plutôt fait le boulot. Et au-delà, quand on a cette machine devant les yeux, l'ancien modèle prend vraiment un coup de vieux. Écoute, c'est unanime, hein, tous les gens qui ont pu approcher cette machine, faites le test, entre guillemets, si vous ne l'avez pas fait. On a tous cette impression de voir un magnifique produit. Mais comme dirait un de mes amis, c'est bien le minimum de ce qu'on attend de chez Apple, non ? Oui, c'est un peu le minimum, mais ce n'était pas évident de génération en génération. Et on l'a vécu avec ça, avec l'iPhone. De génération en génération, on n'a pas forcément envie de changer parce que le design ne change pas radicalement. Là, Didier, c'est pas l'obsolescence programmée, mais il y a une franche rupture en termes de design, en termes de style qui ringardise un peu l'ancien modèle, Didier. Mais totalement. Mais en plus, le Retina, moi, je le trouvais déjà, tu vois, assez fin par rapport à la génération d'avant. Mais alors là, il reprend un coup de vieux d'un coup. Et c'est vrai que rien que la finesse, ça joue énormément. Hein. On peut être d'accord ou pas avec Johnny Ive, mais c'est vrai que... Alors, je vais quand même trouver un petit défaut, tu vois. Ouais. C'est qu'ici, là, il a toute une arête tranchante sur la hauteur. Ouais. Et moi, je me suis aperçu que je me pinçais un peu dedans. Enfin, je sais pas, je trouvais ça pas très agréable, en fait, quand tu le prends. Voilà, avant, il n'y avait pas ce truc aussi. Tu ne risques pas quand même de t'écorcher, rassure-moi. J'espère pas. Enfin, il est quand même beaucoup plus léger que la génération précédente, hein, Didier. Beaucoup plus léger. Ouais, le 15 pouces, c'est 200 grammes, donc c'est pas foufou. Le 13 pouces, c'est déjà un petit peu plus net. Ouais. On gagne 200 grammes par machine, à peu près. On passe d'1,58 kg à 1,37 kg pour le 13 pouces. Et on passe de 2,4 kg à 1,83 kg. C'est quand même pas mal, 200 grammes. Hein. Pour le 13 pouces. Ouais, mais comme tu dois transporter 200 grammes d'adaptateur. Oui, c'est vrai. La surprise, c'est qu'ils ont quand même... Là, ça m'a assez étonné, alors que le 13 pouces était déjà beaucoup plus compact qu'un MacBook Air. Cédric, il est beaucoup plus compact que la génération précédente. Hein. Oui, non, absolument. Moi, je viens d'un MacBook Air 13 pouces, et quand je les mets côte à côte, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit vraiment plus petite, cette machine. Et alors, surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit plus fine. Du coup, ce MacBook Air 13 pouces, il est presque trop petit. Enfin, c'est bête, hein, c'est vraiment des questions de côté de l'écran. J'ai l'impression que l'écran est plus petit qu'avant, c'est complètement idiot. J'ai eu le 15 pouces entre les mains qui, lui, est plus... En fait, peut-être qu'il faudrait qu'Apple sorte un 14 pouces. Oui, surtout qu'il y a d'autres marques de PC qui l'ont fait. Je pense à Razer notamment, qui a sorti un PC. On en parlera de ce calibre-là, hein, qui est un concurrent direct de cette machine. On en parlera en fin d'émission. On a à peu près fait le tour du design. Je propose qu'on parle d'un vrai point fort de cette machine, c'est son clavier. Le clavier, regardez, il est posé devant mon bureau. Il n'est pas forcément plus grand qu'auparavant. Regardez, si on pose un clavier externe d'iMac, par exemple, de Mac Mini, hein, il prend exactement le même format. Par contre, vous voyez, l'espace entre les touches est plus resserré. Les touches sont plus grandes, comme c'était déjà le cas sur le MacBook 12 pouces apparu l'an passé. Et on retrouve également, Didier, le mécanisme papillon, à la différence que là, le retour est un peu plus important que sur le 12 pouces. Hein. Oui, enfin, c'est ce qu'on nous dit. Moi, je trouve pas qu'il y a une si grosse différence que ça, en fait.
Mais par contre, ce clavier, tu vois, je l'adore. Moi, je trouve que vraiment, quand tu reprends un MacBook Pro Retina normal, là, enfin celui d'avant, t'as vraiment l'impression d'avoir un dinosaure et c'est assez fou. Je pensais pas que je m'y ferais si vite en fait. C'est vrai que la frappe, Cédric, est un peu sèche au début par rapport à la frappe très confortable des claviers Apple ordinaires, mais on s'habitue très vite. Et puis, moi, j'ai du mal à revenir en arrière parce que d'abord, c'est plus précis, on fait moins d'erreurs de frappe et non, vraiment, c'est le meilleur clavier qu'ait fait Apple à ce jour. Je sais pas. Pour l'instant, on sort ensemble. Je sais pas si on va se marier. Non, c'est vrai, les touches sont plus larges, donc tu fais moins de fautes de frappe. C'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir un clavier avec un peu de course. Donc moi, pour avoir essayé le MacBook 12, je vois pas honnêtement la différence. Mais c'est vrai que là, la différence objective, elle est de l'ordre du pouillème quand même dans l'ensemble, même si la mécanique a été changée. Non, il est pas désagréable, mais comme tous les claviers, il y a quand même une période d'adaptation, même si j'ai tapé des papiers, des trucs avec. Non, il fonctionne vraiment très bien. Alors je branche le micro parce qu'on va faire une petite démo parce qu'il y a effectivement un petit défaut. D'abord, premier défaut, regardez si on branche le plan large, vous avez un rétroéclairage comme sur tous les MacBook Pro, sauf que le rétroéclairage, alors qu'Apple a tendance à le vanter, je ne le trouve pas si fantastique que ça et si homogène que ça par rapport aux anciennes générations. C'est pas forcément mieux, donc c'est assez moyen, je trouve. Et surtout, un petit détail, mais qui n'en est pas, si vous travaillez dans des endroits relativement silencieux et que vous devrez quand même faire attention autour de vous, ben, je trouve que le clavier est très puissant, très bruyant. Démonstration, regardez, écoutez. Et je force pas sur la frappe. Hein. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me suis fait virer hier soir de ma chambre par mon épouse parce que ça faisait trop de bruit. Hein. Cédric ? J'avoue que je ne m'étais pas encore posé la question du bruit. Hein. Je m'étais posé la question de la rapidité, de l'efficacité. Enfin, voilà, le bruit, bon, est-ce que c'est vraiment un problème ? T'as qu'à pas taper des trucs dans ton lit et puis c'est tout. Je veux dire, voilà. Faut un peu apprendre à compartimenter ta vie. J'ai pas de conseils à te donner. Mais non, c'est pas un clavier désagréable, mais c'est vrai que le très peu de course de chaque touche, au début, ça choque un peu. Mais je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles on va s'habituer assez rapidement. Je pense que c'est un peu comme... Non, je ne veux pas vous reparler de l'USB-C. Je vous le raconte juste pour rire. Allez. Voilà, juste pour démarrer la conférence vidéo, le Hangout. Donc, je branche un micro externe. Alors, il faut un adaptateur. Ça ne marche pas. Je le rebranche. Et là, ça m'a rappelé le truc de l'ancien MacBook Air. Tu le branches sur une prise d'un côté, ça ne marche pas. Tu le rebranches à gauche, ça marche. Faut qu'on se reparle. C'est bien, c'est une chance au grattage, une chance au tirage. C'est bien. Je me dis, bon, je vais prendre un casque. Alors, attends, un casque, j'ai pas mon casque préféré. J'ai mes oreillettes d'iPhone 7, je vais les brancher en... Ah non, merde, c'est en Lightning, je suis perdu. Voilà, je pense que vraiment, on est dans une sorte de période de transition dont il va falloir sortir assez rapidement. Non, mais mine de rien, Didier, il est assez brillant quand même, ce clavier. Tout le monde a fait la remarque. Hein. Ouais, il est assez bruyant. Moi, je m'en suis aperçu dans le train où effectivement, je me suis forcé en fait à taper moins fort. Et je pense qu'aussi, on a des habitudes, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait plus de courses avant, t'as tendance à appuyer plus fort. Tandis que là, peut-être qu'il va falloir revoir un peu sa façon de taper, quoi. Mais ça peut être assez gênant. Et moi, je regrette que Apple travaille pas là-dessus parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en open space maintenant, qui travaillent dans le train et tout, et c'est quand même assez important ce truc. Voilà, il faut mettre des suspensions pour amortir les chocs. Dernier, vraiment, pas dernier, mais autre vraiment point positif autour de cette machine en termes d'ergonomie, c'est bien sûr son trackpad. Gonzague, un trackpad monumental, il est énorme. Hein. Oui, on peut cacher un iPhone 7 dedans. Alors regarde, ça tombe bien, j'ai un iPhone 7 Plus. Il est vraiment extrêmement grand. Pour vous donner une idée de la taille, jamais un trackpad n'a été aussi grand dans la gamme Apple. Ce qui a laissé certainement, on comprend pourquoi il y avait ces rumeurs autour de... Peut-être que dans la prochaine génération, il n'y aura même plus de bord au trackpad, ce sera tout le bas du MacBook. C'est vraiment énorme et on pourrait imaginer avoir carrément une tablette tactile devant soi. Hein. Je sais que c'est un petit peu ton délire, mais moi je suis pas... Non, mais c'était une rumeur qui est arrivée... Oui, mais ça te plairait. Oui, on pourrait imaginer utiliser l'Apple Pencil par exemple, Didier. Ouais, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse faire ça pour signer des docs ou faire des trucs... Mais en fait, je sais pas à quoi ça sert. Ça sert à quoi un gros trackpad ? Enfin, moi, je suis toujours sur la même surface au final. Tu vois, j'ai pas de. C'est parce que tu es un habitué du trackpad, mais quelqu'un qui utilise un trackpad pour la première fois, il est un peu perdu, il faut bien l'avouer. Hein. Il y a des gens qui sont totalement hermétiques et ont des réflexes vraiment épidermiques en face d'un trackpad. Et là, ils seront plus à l'aise, croyez-moi, parce que c'est de loin le plus grand. Hein. Pour vous donner une idée, 16 cm de large sur 10 cm de hauteur. Auparavant, c'était 10 cm de large sur 7,5 cm de hauteur, donc c'est vraiment beaucoup plus grand. Et encore une fois, on pourrait même imaginer que ça fasse une mini-tablette. Regardez, hein. Par contre-vers de la médaille, quand on pose les mains, regardez, eh bien, on a moins de place pour poser bien sûr les poignets. Et en attendant, quand on tape,
à tapoter également avec les pouces. Sur le trackpad, Didier. Oui, et moi ça me l'a fait pas mal de fois et c'est assez pénible. Et j'espère qu'Apple va bosser dessus parce que je pense qu'ils peuvent quand même... Alors moi j'ai remarqué qu'ils avaient quand même bossé dessus. Tu sais que sur l'iPad de dernière génération qui est plus fin, plus étroit, on peut poser les doigts dans les extrémités sur le côté des écrans sans que ça perturbe le tactile et le défilement. Là, je pense qu'il y est le mécanisme, mais simplement il est il y est mais il n'est pas optimisé. Ouais. Voilà, il y est mais il n'est pas optimisé. Je vous montre. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. On va taper par exemple un nom ici, voilà, taper un titre. Et si je tape et je fais défiler en même temps, vous voyez, on peut taper et faire défiler en même temps, il n'y a pas de problème. Avoir le doigt dessus, continuer à taper et continuer à se balader alors que j'ai le pouce, vous voyez, le pouce est ici. Et je peux continuer à balader mon écran, donc ça marche relativement bien. C'est vrai que c'est plutôt, on le voit de génération en génération, Monsieur X, les trackpads qui grandissent tout simplement de MacBook Pro en MacBook Pro. Bah oui, notamment parce qu'on est passé, tu sais, ces fameux gestes qu'on fait avec les mains, d'abord de gestes à 2 doigts, puis à 3 doigts, puis à 4 doigts. Peut-être que Apple proposera dans le futur des gestes à 10 doigts. Bon, moi, ça ne me concerne pas trop. Ce que j'aime quand même de ce plus grand trackpad, c'est qu'en toute logique, on peut être un peu plus efficace puisqu'il est accessible sans avoir à bouger les mains. Donc on a juste à poser les doigts et on peut accéder aux fonctions que permet le trackpad. Et puis je reviens sur ce que tu as dit, qui me paraît peut-être un développement intéressant dans le futur, c'est la possibilité d'utiliser le stylo d'Apple un jour pour effectivement signer, comme le disait Didier, mais pourquoi pas tout simplement dessiner. Bien sûr. Et là, on aura peut-être quelque chose effectivement d'intéressant. Autre bonne surprise, Cédric, c'est du côté des haut-parleurs. Sur le 15 pouces, c'est criant parce qu'il y a carrément des caissons de base. Mais même sur le 13, on voit les haut-parleurs ont migré de la tranche arrière carrément sur le dessus de la machine. Le son est plutôt bon pour un portable, c'est assez étonnant. C'est même le meilleur son, je pense, que j'ai, pour ainsi dire, jamais entendu sur un portable, sauf des trucs un peu particuliers, tu vois, genre des transportables HP quand ils faisaient des trucs avec Beats Audio et que avait carrément des gros haut-parleurs machin et t'avais le portable qui faisait boum 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 boum. Mais non, le son la première fois c'est genre wow, ouais, d'accord, ouais, ça déchire pas mal. Donc non, ça c'est vrai que c'est une bonne surprise. Ce qui est amusant, c'est que les petites grilles qu'il y a sur les côtés du clavier, en tout cas sur le 13 pouces, sont purement cosmétiques. Ce ne sont pas ça les haut-parleurs, c'est plutôt les trucs qui coupent les doigts de Didier, les hautparleurs en fait. Ouais, d'accord, c'est plutôt pas. Il paraît qu'il y a un petit Twitter quand même sous les enceintes. Ah, d'accord. Alors tout petit, mais il y est apparemment. Alors, après ils ont dit bon, en fait c'est cosmétique parce qu'on comprend pas de quel côté ça sort. Après le côté très positif jusqu'à maintenant autour de ce MacBook Pro, on va parler d'un petit peu des choses qui fâchent, à commencer par la connectique. Je propose de faire un gros plan donc sur le Thunderbolt 3. Le Thunderbolt 3, vraiment, c'est une avancée qu'on attendait depuis longtemps en termes de débit et surtout la possibilité d'avoir un port unique. Par contre, revers de la médaille, on l'a dit en préambule, il faut des adaptateurs de tous les côtés. Il y a quand même la possibilité de brancher des Thunderbolt 2. Oui. Moyennant un SMIC. Voilà, non, mais c'est autour de 50 € pour ça, ce qui est quand même assez cher. Ouais, 2 SMIC. Donc le Thunderbolt 2, vous voyez, il était carré. Et maintenant, l'USB-C adopte le même format que le Thunderbolt. Donc le format évolue. La différence, c'est qu'on passe quand même avant ici avec le Thunderbolt 2 à 20 gigabits par seconde, à 40 gigabits par seconde. Donc on double la bande passante du Thunderbolt. En matière de vidéo, ça va dépoter, Didier. Oui, c'est clair. Les pros, je pense qu'ils utilisaient déjà ça un petit peu sur PC aussi. Ça permet, si tu travailles beaucoup avec des disques externes, d'arriver à avoir, effectivement, tu gères du multicam en 4K, 8K, on commence à avoir des débits qui deviennent corrects pour faire de la vidéo comme ça. Donc voilà, avant il y avait des solutions qui étaient beaucoup plus coûteuses, on avait quand même des solutions aussi pour faire ça. Alors des ports Thunderbolt 3, il y en a 4 sur cette machine, 4 sur le MacBook Pro 15 pouces. 4 sur le 13 pouces. Il y a déjà une petite nuance d'après ce que j'ai compris. Sur l'entrée de gamme sans la touch bar. Sur le 13 pouces qui n'a pas de touch bar, exactement. Et 2 qui ont le débit plein sur le 13 pouces et 2 qui ne l'ont pas. Comment on explique ça, Didier, cette différence de débit entre les ports à gauche et les ports à droite? C'est la faute d'Intel, voilà. C'est la faute d'Intel. Ce n'est pas la faute c'est un peu partagé, c'est-à-dire qu'Apple a fait un choix de processeur qui n'était pas trop gourmand, mais il a aussi un petit peu moins de lignes de PCI Express, donc il peut offrir un petit peu moins de débit là-dessus. Voilà. Bon. C'est toujours des compromis là-dessus. Est-ce que vraiment tu vas avoir besoin sur ce type de machine de tout débit sur 4 ports? Je ne sais pas.
On aurait bien voulu vous montrer ce soir je dirais le gain en termes de débit concrètement avec un disque dur Thunderbolt 3, mais il y en a très peu sur le marché. On a demandé à l'ACI, mais malheureusement ils ne sont pas encore disponibles. Ils ont été annoncés, mais ils ne sont pas encore disponibles pour les tests. Donc on mettra ça, on vous résumera ça dans une autre émission. En gros, on pourrait copier un Blu-ray en moins de 10 secondes. Ça laisse un petit peu songeur. Oui, sachant que les seuls disques qui peuvent vraiment exploiter ça, c'est les disques durs SSD, parce qu'ils sont suffisamment rapides pour être aussi rapides que les disques mécaniques ne peuvent pas suivre. Il y a un goulet d'étranglement. Monsieur X le disait tout à l'heure en préambule, et là vraiment c'est vraiment dommage pour les historiques du Mac que nous sommes, c'est la disparition du port MagSafe, Monsieur X. Oui, absolument. Parce que moi, je rejoins Cédric, entre guillemets, passer à une prochaine génération de fonctionnalités, accepter la nouvelle innovation. Voilà, c'est fait. Nécessite qu'on fasse des sacrifices. Mais MagSafe, c'est une perte sèche et il n'y a pas de solution de remplacement aujourd'hui. Et ça sert à tout le monde tous les jours, pas que aux professionnels, à tous les utilisateurs de MacBook. Donc pour moi, c'est juste incompréhensible. Voilà, si vous avez une explication rationnelle, je la veux bien. C'est une régression fonctionnelle, donc ça n'a pas de logique. Ouais, c'est-à-dire que clairement, ils ont fait le choix d'avoir 4 ports identiques et c'est bien, c'est chouette d'avoir de l'USB-C partout. Mais c'est vrai que non, perdre MagSafe. C'est bon. Non, c'est triste, quoi. Vraiment, c'est triste de perdre MagSafe. Du coup, ce que disait Monsieur X tout à l'heure, il y a des trucs sur Kickstarter qui te proposent de recréer MagSafe chez toi à la maison. Parce que, évidemment, vu qu'en plus, les câbles sont assez épais, hein, même que ce soit le Lightning ou l'USB-C livré en standard. Mais du coup, tu t'imagines juste aller tirer un coup sur le câble, rien que d'y penser, ça fait pas rêver. Alors, en fait, apparemment, à l'intérieur, il nous dit que on peut changer les ports s'il y a un accident de ce genre, mais tu vois, sur une machine à 2-3 000 balles, tu n'as vraiment pas envie qu'elle vole de ta table basse. Donc effectivement, il est plus aimanté. Donc si on tire dessus, la machine vient. Et que voilà, si vous passez le pied dans le fil, comme c'était le cas sur le MacBook Pro Retina 12 pouces, vous embarquez la machine et elle tombe par terre. Mais quand même, bonne nouvelle, voyons le bon côté des choses, Monsieur X. Regarde ce qu'on peut brancher désormais sur un MacBook Pro. On peut brancher une batterie externe. J'en ai trouvé une sur Amazon. Je vais la montrer, c'est mon coup de cœur en fin d'émission. Il y a un port USB-C qui se trouve ici. J'ai sorti la mauvaise prise. C'était une prise Lightning. Voilà, regardez. Et vous pouvez charger directement ici votre MacBook Pro. Alors cette-ci, elle n'est pas assez puissante pour le 15, mais on a fait l'essai. Elle est largement suffisante pour le 13. Parce qu'en termes de puissance, le 15 quand même demande pas mal de choses. Effectivement, vous avez vu le deuxième défaut de l'USB-C, c'est qu'on tâtonne pour trouver la prise, alors qu'auparavant elle était aimantée. Alors là, ça le charge, mais ça ne le charge pas suffisamment pour faire le plein d'énergie complètement. Ça, c'est quand même un argument qu'on attendait depuis longtemps, Monsieur X, de pouvoir charger avec des batteries externes. C'est une batterie d'iPhone qui a été détournée pour le MacBook Pro. Oui, mais écoute, oui, absolument. Voilà, maintenant, sincèrement, moi, je vois pas en avoir l'utilité, mais c'est un vrai avantage, d'autant plus qu'on ne peut plus changer les batteries. Moi, j'ai utilisé des Macs dans le temps où j'avais 1, 2, 3 batteries dans mon sac, et puis pour faire un voyage en train Lyon-Marseille, j'utilisais 2 batteries, ça m'a arrivé d'utiliser 3 batteries, mais je pense quand même que ça concerne peu de gens. Oui, mais malheureusement, sur les Macs, on ne peut plus éjecter les batteries. Bonne nouvelle pour Monsieur X, il y a des alternatives au MagSafe. Alors, avant d'aborder ça, j'ai une dernière bonne nouvelle, c'est que maintenant on peut charger son Mac du côté qu'on veut. C'est quand même à droite et à gauche. Choisir on peut choisir le port qu'on veut brancher, c'est quand même pas si mal que ça. Ah oui, c'est vrai, c'est con. Moi, je l'ai branché à gauche par total atavisme, alors que la prise électrique est à droite du Mac. Voilà, tu as plus ce problème-là. Ouais. Je vais switcher. Voilà, donc par réflexe, on va continuer à le brancher à gauche pendant quelques temps, mais on peut choisir. Et effectivement, sur Kickstarter, des gens se sont mis à faire des équivalents du MagSafe. Donc il y a 2-3 projets qui sont sortis récemment, qui sont pas mal. Après, c'est Kickstarter, donc il faut que ça voie le jour, il faut que ça fonctionne. Il y a même déjà un câble qui est disponible, c'est Griffin qui fait ça. Regardez, ça s'appelle le BreakSafe. C'est ni plus ni moins qu'un câble USB-C avec une pointe qu'on laisse en permanence branchée en USB-C et le port il est aimanté. Et donc si vous prenez le pied dans le câble, ça n'arrache pas la machine et c'est commercialisé, ça coûte 35 €. Voilà, Monsieur X, on a trouvé une solution. On aurait juste préféré que peut-être que c'est Apple qui le propose dans la boîte. Oui, absolument, yippie. Un adaptateur de plus. Oui, et il y a un joli projet Kickstarter dont vous parlez, Gonzague, c'est le Snapnator. Le Snapnator, oui, c'est ça, qui a déjà levé plein de sous sur Kickstarter, qui devrait arriver dans le courant de l'année. Olivier ? Oui. Moi, je trouve que, j'ai déjà testé ça sur l'iPhone, et en fait, ça a un gros défaut, ces systèmes, et c'est peut-être pour ça qu'Apple l'a pas fait. C'est qu'effectivement, il faut laisser ce truc dans ton Mac tout le temps, sinon tu le perds. Ouais. Et puis en plus, il te faut un câble spécial, c'est-à-dire que si tu
as 2 adaptateurs, enfin 2 ou 3, je sais pas, un au bureau, un chez toi, il te faut 2-3 câbles. Et ça marche pas du coup avec les câbles USB-C normaux. Donc, est-ce que ça nous simplifie vraiment la vie? Je sais pas. Oui, à moins qu'Apple le propose en standard sur ses machines. Enfin, peu importe. Puisque tu as la parole, Didier, vraiment où Apple a été critiqué au-delà du MagSafe, ce qui a vraiment fait hurler les professionnels de l'image, que ce soit la vidéo et les photographes, c'est la disparition du port SD card. Oh oui. Parce qu'on est obligé d'acheter ces merdes là. Mais on blague, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment une erreur. Tout comme le port HDMI d'ailleurs, parce que pour moi la raison elle est simple, c'est-à-dire que c'est des éléments qui ont une durée de vie bien plus longue que la transition USB, USB-C. Je veux dire, le HDMI, les télés que tu achètes aujourd'hui, elles auront de l'HDMI encore peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Hein. La carte SD, c'est pareil. Enfin, quand tu achètes un réflexe, ils les renouvellent maintenant tous les 3-4 ans. C'est des choses qui vont durer. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont enlevé ça. Et je trouve que les réponses qu'ils ont données, que ça dépasse de l'ordi, que c'est pas forcément le bon format. Enfin, j'ai trouvé ça très bancal. Et pour moi, c'est vraiment une erreur. C'est du jusqu'au boutisme, c'est du jusqu'au boutisme de design, c'est-à-dire que évidemment, alors il y a des questions d'épaisseur, etc. Il y a plein de choses qu'on peut entendre, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est un adaptateur de plus. Didier, il est bien parce que lui, il a un lecteur de SD card qui est l'un des plus jolis du lot. Mais qui est plus rapide que celui d'Apple. C'est le seul avantage. Oui, c'est Apple n'était pas très rapide. Il gagne beaucoup en rapidité parce qu'il faut, sur mon vieux R, c'était encore de l'USB 2, donc pour rapatrier des images en HD tournées sur un Canon, fallait prendre son temps, quoi. Mais là encore, c'est ça, ai-je bien pris tous mes adaptateurs en quittant la maison? Moi, je suis passé. C'est joli maintenant comme ça, tu vois qu'il faut un peu tout et il y a le SD dedans. Absolument. Ouais. Mais moi, je suis passé il y a 10 jours au salon de la photo et je suis passé voir les gens, tu sais, qui font des cartes mémoire, des lecteurs, etc., genre Lexar et les autres, et eux, ils tapaient dans les mains, ils disaient mais c'est trop bien. Merci Apple. On va en vendre des wagons entiers. Je suis reparti avec mes petits adaptateurs USB-C, micro SD, machin. Enfin, et tout à coup, j'ai plein de petites pochettes là dans mon sac sur est-ce que j'ai bien parce que à un moment, c'est quand même hyper chiant de se retrouver à un moment coincé en disant ah ben non, je peux pas copier ça. Ouais, et surtout quand on fait ton métier, Cédric, où on tourne des images et qu'on a besoin de monter sur son Mac. Alors, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que la première fois où tu te retrouves, où tu démarres le Mac, la première fois, tu dis, ouais, putain, super cool. Ah tiens, il manque un truc, je vais copier ça. Et d'un coup, tu as une clé USB à la main, et tu regardes le Mac, et tu regardes la clé USB, et tu es un peu comme un canard avec une fourchette. Tu vois ce que je veux dire, genre, ah bah non, ça n'a pas marché. Donc voilà. Mais bon, ça fait partie des choses auxquelles on va s'habituer. Et puis, les clés USB-C, il y en a déjà, et ça va devenir le vrai nouveau standard. Enfin voilà, et puis on se consolera. Mais voilà, on paye un peu le surcoût du pionnier. Allez, avant de passer aux questions Twitter, parce qu'elles sont nombreuses, je crois, Benjamin, sur Twitter, un bref rappel de nos concours organisés par nos différents partenaires, à commencer par Crucial, qui vous offre un disque SSD, regardez, c'est de toute beauté, MX300 Crucial de 750 Go, pour remplacer le bon vieux disque dur de votre MacBook Pro, parce qu'après tout, vous n'êtes pas obligé de changer. Si vous changez votre disque SSD, vous allez voir que la machine va aller beaucoup plus vite. Si vous remplacez le vieux disque mécanique par un disque SSD, vous aurez une machine bien plus réactive. Crucial vous propose donc, pour faire des économies, on propose un bon plan à l'occasion du Black Friday. Le SSD MX300 750 Go, si vous ne le gagnez pas, vous pouvez quand même l'acheter. Il est proposé à 132 €, soit une remise de plus de 50 € par rapport au prix habituel sur le site www.crucial.fr. Et en plus, pour tous les fans d'ORLM, Crucial vous offre la livraison UPS d'une valeur de 17,49 € en tapant le code ORLM en majuscule, c'est important. Et ce gap n'est valable, attention, que jusqu'à samedi soir, 20h. Quant à la question, elle sera posée en fin d'émission. Autre concours, regardez cette magnifique housse de nos amis de chez Beizy, une housse aux couleurs d'ORLM, s'il vous plaît, avec un intérieur exclusif pour les 40 ans d'Apple. Il y en a 7 ce soir à gagner, offert par Beizy, l'inventeur de la housse en néoprène pour le MacBook Pro. Ils sortent d'ailleurs une housse Mac Addicted pour les 15 et 13 pouces nouvelle génération équipée du Touch Bar. Quant à nous, la version ORLM, elle est réservée à toute la gamme classique du 12 pouces Retina jusqu'au l'ancien 15 pouces qui est d'ailleurs encore au catalogue d'Apple. Il y en a 7 à gagner ce soir en répondant à la question qui sera posée en fin d'émission. On passe tout de suite aux questions Twitter avec Benjamin. Pas mal de questions ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, donc 2 questions ce soir, Benjamin. Ouais. Alors, une première question, parce qu'on n'a pas parlé de l'écran, on nous demande si l'écran des nouveaux MacBook Pro est meilleur que les anciens. Didier, c'est assez net. Ah oui, clairement. Enfin, après, ça dépend de ta sensibilité à ces choses-là, mais il y a le fameux Gamut P3 qui t'affiche plein de super couleurs. Et puis, il est plus lumineux. Donc, si tu es dans le train et tout ça, on le voit assez vite si on bosse près d'une fenêtre. Voilà. Je vous montre, regardez, c'est quand même
Remarquable. La définition de cet écran et puis la finesse de l'écran alors qu'il est beaucoup plus fin que la dernière génération, ce qui explique certainement que la pomme, soit dit en passant, Didier, rétroéclairée, est disparue. Hein. Mais oui, c'est triste. Et par contre, ils n'ont pas augmenté la résolution de l'écran. Moi, j'aurais bien aimé un petit peu plus. Parce que la résolution qu'on te met à la base, elle n'est pas native Retina. Ouais. Voilà, on te met des fausses résolutions. Il faut manipuler un petit peu à la main. Autre question, Benjamin, ce soir. On a une deuxième question sur la touch bar, mais on va en parler dans la deuxième partie. On nous demande si la touch bar ne fait pas doublon avec des commandes clavier habituelles. Tout à fait, Gonzague. Je suis extrêmement d'accord. On ne peut plus d'accord. C'est-à-dire en clair, c'est redondant avec les raccourcis clavier du noob. Voilà, ou alors pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé de raccourci clavier, c'est parfait. Ou alors carrément le clic droit de la souris, hein, pourquoi pas. Ouais. Donc ça, les gens qui sont novices ne savent même pas que le clic droit existe, donc effectivement, c'est comme les raccourcis clavier. Ouais. De la touch bar, on va en parler en détail. On va réserver vraiment un long moment de cette émission à la touch bar, mais avant, le busomètre avec Gonzague. Le busomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple. Anti-coup de Gonzague. Eh bien, première dans notre petit classement. Apple arrêterait de faire les AirPorts, les bornes Wi-Fi AirPorts qui n'ont pas été renouvelées depuis très très longtemps, 5 ans. Il y a une rumeur comme quoi toute l'équipe qui s'occupe de ça chez Apple ne s'en occupe plus. Ouais, il serait passé du côté des équipes d'Apple TV qui partagent le même boîtier que l'AirPods Express d'ailleurs. Exactement. Pour le petit modèle. Un petit peu dommage. C'est Bloomberg qui a sorti l'info, donc généralement c'est pas n'importe qui. Et c'est vrai que tu l'as dit, ça fait très longtemps on attend l'arrivée d'un renouvellement des bornes AirPods Express qui n'est toujours pas en AC. Et Time Capsule et AirPods Extreme. On attend le renouvellement de beaucoup de choses au final. Deuxième rumeur, Johnny Ive prendrait du recul. Pourquoi on dit ça? Parce que Johnny Ive avait déclaré dans une interview que s'il ne travaillait pas chez Apple, il s'occuperait à designer des choses pour ses amis ou à faire des sapins de Noël. Il se trouve qu'il a fait récemment un sapin de Noël d'un grand magasin. Donc, sans boule. Là, la rumeur voudrait qu'il ne s'occupe plus autant d'Apple qu'il ne le faisait avant. Et d'ailleurs, apparemment, il est très concentré sur la partie architecture plus que sur les produits. Chez Apple, on assure qu'il est toujours derrière les produits. Architecture à la fois du campus et architecture aussi des magasins. C'est John Gruber de mémoire qui avait sorti cette info dans un podcast. Et puis il est un peu revenu sur ses déclarations. Oui, je pense qu'il s'est fait taper sur les doigts. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, à partir du moment où il a nommé deux adjoints à des postes importants, on est aussi bien pour iOS que pour le design matériel, on savait qu'il allait prendre du recul, donc c'est pas forcément un scoop. Il n'est pas au quotidien en train de designer des machines comme autrefois du temps de Steve Jobs. Troisième rumeur, un écran OLED pour l'iPhone 8. Oui, mais je ne sais pas. Mais il y a une rupture. Il y aurait des difficultés pour Apple. C'est ça l'évolution de la rumeur. C'est pour ça qu'elle est en baisse. Il n'y aurait pas assez de fournisseurs pour répondre aux quantités nécessaires à Apple. Si l'ensemble de la gamme passe sur du OLED, ça va être compliqué pour Apple. Autre chose, et ça c'est pas une rumeur, les AirPods sont en retard, et ça on le savait, ils sont pas du tout à l'heure. On espère qu'ils seront là pour Noël, puisque c'était quand même... D'ailleurs les analystes pensaient que ce serait un beau cadeau de Noël, un gros cadeau de Noël en termes de volume de vente pour les gens qui ont acheté un iPhone 7 ou 7 Plus. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait des gens qui galèrent avec leur connecteur USB-C sur leur ordinateur, comme Cédric quand il revient chez lui. C'est un peu comme quand tu vas chez des amis et que tu veux mettre de la musique avec cet iPhone, tu te fais avoir. Allez, dernière rumeur, un nouveau Mac Pro bientôt. On n'y croit pas trop. On attendait, la rumeur elle annoncée à la fin du mois, on y est, donc c'est maintenant ou jamais. La poubelle sera-t-elle renouvelée? Alors il y a pas mal de papiers qui sont sortis qui pourraient expliquer les retards du Mac Pro, la difficulté justement du Thunderbolt 3 à le mettre au point, la norme USB-C, les difficultés avec Intel, on l'a évoqué également. On va voir si... je pense qu'il faudra plutôt attendre 2017 pour voir arriver le Mac Pro malheureusement. Et puis une petite breaking news qui vient de tomber juste avant d'enregistrer cette émission, puisque nous enregistrons le mercredi soir. C'est l'Express qui sort cette info, elle est signée Emmanuel Paquette. Apple redressé à hauteur de 400 millions d'euros par Bercy selon l'Express. Voilà, c'est à suivre, on en parlera plus longuement dans un prochain épisode de Refait le Mac. On revient au MacBook Pro Touch Bar et justement on va parler enfin de cette fameuse Touch Bar. La Touch Bar, est-ce une innovation ou un gadget? On va déjà peut-être résumer qu'est-ce que c'est, Gonzague, cette Touch Bar. Simplement un deuxième écran, une barre OLED. La Touch Bar, c'est un écran OLED qui est situé en haut du clavier du MacBook, à la place des touches de fonction, feu les touches de fonction, qui apparemment tourne sur une version dérivée de WatchOS. Donc c'est son propre système. Il y a un petit peu de l'Apple Watch dans le Mac aujourd'hui. Exactement. Et c'est un peu... Je vais répondre à trop de choses. J'allais dire comme l'Apple Watch est aussi très utile. La Touch Bar également. Elle dissimule à sa droite un capteur Touch ID qui permet de s'identifier sur la machine, mais pas quand on la boot
pour la première fois. Ça permet de sortir de veille. Ouais, alors on va essayer de le faire. Quand on démarre l'ordinateur pour la première fois, c'est comme un iPhone, il faut taper son identifiant d'abord. Voilà, le capteur est positionné à droite au niveau du bouton pour forcer l'extinction, parce qu'il y a toujours un bouton ici, je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a toujours un bouton physique. Et vous voyez, j'ai appuyé et ça... Tandis que le Escape physique, lui, a disparu, c'est vrai que le bouton Power est resté. Et donc, on peut continuer à forcer l'extinction de sa machine en appuyant quelques secondes dessus. Je vais refaire la démo, hein, je vais encore suspendre l'activité, on va revenir. Et donc, il suffit juste d'effleurer, déverrouiller avec Touch ID, on pose le doigt. Et voilà, on arrive directement au bureau, mais ça sert à d'autres choses, bien entendu, Didier. D'abord, on peut mémoriser jusqu'à 5 doigts, ça veut dire 5 utilisateurs autour de la machine, ce qui est plutôt une bonne chose. Non, ça veut dire 5 doigts. Ouais. Et après, tu te débrouilles avec les utilisateurs. Il y en a qui peuvent en mettre 2, 3. Ah, d'accord. Mais c'est 5 en tout, ouais, parce qu'il y a une petite enclave, je pense que c'est le même problème que sur l'iPhone. C'est 3 doigts par utilisateur maximum, et donc après, au total, 5 doigts sur la machine. Ouais. Et après, c'est que tu as trop de monde sur ta machine. Et Touch ID est utilisé également pour faire ses achats, est utilisé également pour faire ses achats sur l'App Store, sur l'iTunes Store, et également pour Apple Pay, Didier. Oui, enfin, bientôt, parce que sur l'App Store, moi, je crois que ça ne marche pas encore. Hein. Et puis, pareil, sur Internet, il va falloir attendre un peu que ça se mette en place aussi. Mais c'est quand même, pour moi, c'est vraiment la révolution, ce truc. Sur l'App Store, ça fonctionne. Hein. Sur l'Apple Store, je ne sais pas, mais sur l'App Store, ça fonctionne. Ouais, moi, pas toujours. Hein. Moi, il me demande beaucoup mon mot de passe encore. Ouais, oui, certainement quand tu te connectes pour la première fois, c'est possible que ça le fasse. Alors, comment ça fonctionne? Comment elle s'organise, cette touch bar? Regardez, elle se divise en 3 parties. Vous avez à droite ce qu'on appelle le control strip, hein, la bande de contrôle. Alors ça nous rappelle un peu feu macOS 9, c'est ce qu'on voit ici à droite. Vous avez 4 boutons par défaut, un bouton pour la luminosité, un bouton pour le volume et pour couper le son, et le bouton pour Siri. Et si j'appuie sur la petite flèche, regardez, normalement, et voilà, et ça ne le fait pas. L'effet démo. Voilà, c'est l'effet démo. On retrouve les touches habituelles de fonction qu'on avait auparavant, à savoir la luminosité de l'écran, hein, pour le monter ou le descendre, voilà. La luminosité du clavier, et évidemment la possibilité de lancer iTunes ou mettre plus fort ou moins fort. Et vous allez me dire, mais comment on retrouve les touches de fonction? C'est très simple, il suffit d'appuyer sur FN et regardez, F1, F2, F3, F4 apparaissent. C'est vrai que c'est des fonctions qu'on n'utilisait pas vraiment au quotidien. Premier constat concernant la touch bar, Didier, c'est que c'est un peu déroutant parce qu'il n'y a pas de retour haptique. Non, et c'est vrai que comme elle change beaucoup, on va en discuter après, il faut souvent que tu regardes un peu sur quel bouton appuyer, c'est clair. Et puis tout ce que tu as mémorisé, moi je l'ai depuis une semaine, donc je pose mes doigts dessus un petit peu à l'aveugle. Et notamment, je me suis aperçu que j'utilisais beaucoup le son, là, le bouton pour augmenter ou baisser le volume. Et alors ça, c'est assez pénible, parce que maintenant, je suis en train de regarder tout le temps mes doigts et j'arrive pas, tu vois, à mémoriser la surface. Alors peut-être je suis un peu neuneux, mais c'est assez pénible en fait. Un clavier, on peut taper les yeux fermés, mais pas avec la touch bar. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, mais c'est embêtant, si on veut augmenter le son, regardez, on appuie ici, il y a le volume du son qui apparaît, on peut le faire varier, mais il y a 2 actions à faire, 2 étapes, alors qu'auparavant, il suffisait d'appuyer une fois sur le bouton pour augmenter ou diminuer le volume, donc c'est moins rapide. En fait, il y a une petite astuce, hein, si vous voulez bien regarder, vous laissez le bouton appuyé, et là, vous pouvez accéder directement au volume du son, donc c'est assez bien pensé, même si ce n'est pas aligné, c'est assez bien pensé, on peut le dire. Il est possible de toute façon de personnaliser ce control strip si vous voulez rajouter des boutons. Hein. Vous allez directement regarder dans les préférences. Vous allez de mémoire dans clavier. Vous allez ensuite dans personnaliser la bande de contrôle. Et là, miracle, regardez, je peux descendre par exemple un bouton pour faire des captures d'écran, ce qui serait très pratique pour iCreate. Et chaque fois que je vais appuyer sur ce bouton, ça va faire une capture d'écran. Je peux rajouter ce que je veux. Donc ça, c'est paramétrable. Et c'est plutôt bien vu, Didier. Oui, mais par contre, il y a quand même un nombre de boutons limité et a priori, pour l'instant, tu peux pas en rajouter des commandes à la main. Et justement, alors, tu vas me trouver un petit peu fétichiste du son, mais je peux pas rajouter mon bouton plus/moins sur cette toute petite bande. Et moi, j'aurais bien aimé avoir ça, parce que couper le volume, je m'en sers moins que... Ouais. Et autre constat, après le premier constat sur l'absence de retour haptique, cette barre, si je vous la mets en surimpression ici, elle n'occupe pas la totalité de l'écran, en fait. Hein, parce que d'une part, il y a le bouton et la touche ID sur le côté. Elle est un petit peu décalée, hein, c'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Et je pense qu'ils ont voulu jouer la symétrie pour avoir ça de l'autre côté aussi. Mais du coup, c'est vrai que le bouton Escape, il a l'air décalé. Alors moi, je trouve ça
Ouais, s'ils avaient mis l'écran jusqu'au bout, enfin, c'est bizarre. Il n'est pas, vous voyez, il est pas collé à la dernière touche qui est la touche hâte, la touche internet. Et du coup, tu n'as pas le réflexe d'aller cliquer sur la petite bande tout à gauche, alors que ça marche quand même. Donc on l'a dit, donc là, on a vu la première partie de la touch bar, c'est à droite, donc avec les touches de fonction. À gauche, vous avez l'escape, mais même si vous tapez à côté, ça active, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc ça permet de sortir, notamment quand vous êtes en mode plein écran, c'est assez pratique. Mais elle est un peu décalée. C'est assez étonnant, Monsieur X, Cédric, ce manque de précision. C'est même un petit peu choquant de la part d'Apple. Ils ont dû avoir des contraintes de design claires pour faire ça, mais faut pas oublier, hein, c'est pas une succession de touches, c'est un écran, donc ça accueille aussi des choses qui sont bien plus larges qu'une touche standard. Je pense aussi qu'il y avait une question de design. Ça aurait été bizarre d'avoir cette barre noire qui soit moins large que l'addition de touches du clavier. Donc il y a des questions de cohérence. Moi, j'avoue que ça me choque pas plus que ça. Ouais. Donc à droite, on a la bande strip, à gauche de la touche escape. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Le milieu, c'est l'espace qui est réservé aux applications, aux différentes fonctions de l'application. Par exemple, si j'ouvre Notes, tout simplement, on va créer une petite note spécialement pour vous, on va la mettre en plein écran. Voilà, et regardez, il y a à gauche ici les petites fonctions propres à Notes qui sont arrivées pour créer une nouvelle note, pour créer des tâches, par exemple. Voilà, vous voyez ici, clac, tout simplement. L'activer ou la désactiver. Accéder ici, si j'ai besoin, aux différentes fonctions de mise en page, le corps, la taille, etc. de ma police de caractère. Et pour revenir, il faut appuyer sur la touche, sur la croix. Et puis au centre, il y a la reconnaissance d'écriture, c'est-à-dire le mode prescriptif. Prédictif, merci Gonzague. Je tape mon prénom et normalement, il va me proposer un bon orthographe. Oui, il ne me le propose pas parce que mon prénom n'est pas très connu. Voilà, et je clique et ça affiche le nom. Voilà, ça nous rappelle, Gonzague, un petit peu l'iPhone, tout ça. Tout à fait. Ouais, c'est aussi la même chose avec l'affichage des smileys. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est dynamique. Ça évolue en fonction des applications que tu utilises. Autre exemple d'application et d'affichage sur le centre de la touch bar, regardez si je lance Safari. Et je lance par exemple l'application On refait le Mac. Voilà, on y va directement. Ça s'affiche. Oh, putain. Voilà. Et que je crée un deuxième onglet par exemple avec Google à côté tout simplement. Hein. Voilà, regardez sur la touch bar apparaissent les différents onglets. À gauche, l'onglet avec le logo On refait le Mac, c'est assez joli. Et je passe d'un onglet à l'autre en tapotant simplement sur ma touch bar. Ça, c'est assez pratique. Par exemple, quand on travaille sur Google Docs, Cédric, et qu'on doit passer d'un document à l'autre, c'est assez pratique. On a le réflexe de faire le contrôle tab sur le Mac. Et là, pour moi, en termes de productivité, c'était un vrai plus. Il y avait déjà des raccourcis pour changer de tab. Là, oui. Évidemment, tu as une illustration graphique du contenu de la fenêtre, etc. Non, bien sûr, ça, c'est pas mal du tout. Enfin, il faut quand même qu'il y ait ça une valeur ajoutée. Hein. Il faut rappeler la différence de prix qu'occasionne la touch bar. Je sais plus combien c'est. 400 et quelques, non 300. Ouais, c'est entre, je crois, c'est 300, c'est quelque chose de l'ordre de 300 à 400 euros selon les modèles. On va en parler. Donc, autre chose qui est sympa dans les onglets de Safari, c'est également la possibilité lorsque vous lancez une vidéo YouTube, la possibilité, donc si vous êtes en plein écran comme ici, la possibilité d'avoir directement ici au milieu la possibilité de naviguer dans la vidéo. Donc ça, c'est une bonne idée. C'est pas compatible avec toutes les fonctions, hein. C'est pas encore compatible notamment avec nos amis de chez Dailymotion. J'espère que ça arrivera rapidement. Autre fonction intéressante, on l'a montré déjà tout à l'heure, c'est dans Photos. Alors au milieu, vous avez une fonction de carrousel qui rappelle un petit peu Feu macOS 10. Je crois que c'était Léopard qui proposait ça. Et il n'est pas beau, mon fils. Et regardez, vous défilez comme ça très rapidement. Bon, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu petit quand même, Didier. Hein. C'est pas très précis. Franchement, là au milieu, je vois pas la photo sur laquelle je suis en train d'appuyer. Là, on est plus du domaine du gadget. Mais en fait, ça dépend le but de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, sur tes onglets, si tu as 3 onglets, ça va. Dès que tu passes à 5, tu as vu, on ne voit plus rien. Mais je dirais qu'en fait, ça a un intérêt, c'est pour tout ce qui est effectivement défilement horizontal. Et moi, je vois en plein écran, quand tu fais défiler une vidéo, et ben c'est vachement plus simple que d'aller chercher sa souris ou son trackpad, d'aller se mettre le petit curseur sur la barre et de faire défiler le truc. Je trouve ça assez naturel et assez pratique. Et à la limite, voilà, dans les atouts de cette touch bar, je dirais que c'est vraiment un des usages moi, que j'aime bien en fait. Mais c'est un geste que tu pourrais très bien faire. Ils auraient pu avoir un geste sur le trackpad avec 2 doigts de défiler. Et... Oui. Bah, tu l'as dans Final Cut et tout. Il y a des trucs qui l'ont, mais je trouve que c'est plus naturel d'avoir une borne parce que tu te poses pas la question des 2 doigts, s'ils sont bien placés et tout.
Enfin, vraiment, en plein écran, tu mets une vidéo, tu mets un film, tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, c'est très agréable pour se déplacer. Oui, et puis regarde, si je passe justement en plein écran dans photo, effectivement, là, on peut vraiment jouer sur les différents effets possibles et imaginables avec le touch bar. Là, je peux, voyez, faire bouger le petit bébé trop mignon. Mais par contre, là, je voudrais, par exemple, zapper ici sur une fonction. Moi, mon réflexe, c'est d'appuyer. Et ben, ça ne marche pas. Donc, quelque part, ça crée une frustration, et c'est assez bizarre, Cédric ou Monsieur X. Ça veut être une alternative au tactile, et quelque part, ça incite, on s'est surpris avec Gonzague en préparant cette émission, à toucher l'écran, parce que là, on a fait ça, et puis derrière, non. Ouais, je me suis surpris à essayer de fermer des fenêtres en cliquant directement sur l'écran parce qu'évidemment, tu es si proche de... Enfin, voilà. Je pense que c'est la solution qu'ils ont trouvée pour ne pas faire d'écran tactile. Oh, c'est quand même dommage. Tu vois, c'est comme le clic droit qui remplace le contrôle-clic. Finalement, dans les paramètres, ils te laissent le changer. Ils auraient pu nous mettre un écran tactile qui soit pas activé par défaut, que sais-je encore. Ouais, et puis laisser le choix aux utilisateurs plutôt que d'imposer un dictat en disant voilà, on ne croit pas aux écrans tactiles, il n'y a rien à voir circuler, quoi. C'est fou, quoi. Ah, écoute, si tu voulais travailler avec une marque qui impose pas des dictats, il faut faire autre chose qu'on refait le Mac. Mais au moins on sait où on va. Ouais. Mais je comprends souvent. Le plus souvent, je comprends les parties pris de design. C'est vrai que le tactile, c'est pas si génial que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus une panacée dans la panacée universelle. Ça se dit pas. Mais ça résout pas tout. Et c'est de fait pas toujours le truc le plus élégant du monde. Mais quand même, bon, c'est dur de ne pas en passer par là, quoi. Ouais. Dans Final Cut, un petit tour rapide également. Regardez, quand on lance Final Cut, ça met un peu de temps parce que, évidemment, c'est une machine ultra rapide. Donc, vous pensez bien, non, c'est assez rapide. Et il m'a pas gardé le projet. S'il arrive, il se charge. Voilà. Donc là, si on passe en plein écran encore une fois, là, c'est vraiment un agrément pour les pros. On retrouve notre ami Clément. Et là, également, on peut avancer très rapidement dans son montage. Voilà un effet assez pratique. Est-ce que ça va être vraiment indispensable en fin de compte pour les professionnels? L'avenir nous dira. Mais pour le moment, d'une manière générale, il n'y a pas énormément d'applications optimisées. Didier, c'est là où le bas blesse. Sur l'App Store, regardez cette image. Il y a une douzaine d'applications sur l'App Store. En tout, il y a une quarantaine qui sont optimisées sur le marché. C'est pas beaucoup. Oui, ça viendra. C'est pas si mal, parce que par rapport au délai qu'ils ont eu là pour sortir ça. Je trouve qu'au contraire, ils sont faits assez vite. Et à mon avis, ça va arriver très vite parce que c'est très simple à implémenter en fait. C'est vraiment des raccourcis que tu viens mettre sur un deuxième écran. En plus, Apple a fait des API qui sont assez cool. Ouais. Donc je pense qu'on va avoir très très vite beaucoup d'applis qui vont prendre ça en charge. Voilà, si vous lancez une application qui n'est pas optimisée, il ne se passe rien. Si vous lancez Word par exemple, il n'affiche pas les fonctions que pourrait avoir Page, puisque Page par exemple est optimisé. Et une chose que je trouve un peu dommage, puisqu'on a le dock à l'écran, c'est pourquoi Apple, lorsqu'on est en mode plein écran par exemple sur le MacBook Pro, n'a pas pensé à afficher tout simplement le dock et nous laisser la possibilité de cliquer directement pour lancer une application tierce ou zapper d'une application à l'autre. Ça aurait été sympa, parce que moi j'ai vraiment le réflexe d'appuyer ici, vous voyez, sur le dock. Et même ça fait quelque chose, donc c'est la vérification d'Office. Il y a même un petit développeur, regardez, qui a même réussi à bidouiller ça, donc ça doit être possible. On va voir si ça va vraiment exister ou arriver. Donc un dernier point qu'il est important aussi de préciser, on a remarqué en préparant cette émission, c'est que je ne sais pas si le processeur est loin ou si la carte graphique est située pas loin, Didier, mais la touch bar a tendance à chauffer. Un peu comme autrefois lorsqu'on positionnait son doigt au niveau des haut-parleurs des anciens MacBook Pro, Didier. Oui, mais je crois que c'est juste un problème de positionnement, parce que derrière, tu as effectivement tous les éléments électroniques qui chauffent. Donc, c'est vrai que si on travaille beaucoup, moi j'ai fait un montage complet sous Final Cut, et à la fin, elle était vraiment brûlante. Alors, c'est pas non plus au point de plus pouvoir la toucher, mais c'est gênant, quoi. Alors, essayez quand même de faire une conclusion autour de cette touch bar, pas encore du MacBook Pro. Est-ce que c'est une vraie innovation ou c'est un gadget selon vous? C'est assez intuitif quand même la manière dont ça marche, mais c'est pas aussi évident qu'un écran tactile où on découvre tout de suite les gestes. Cédric, il y a quand même une période d'apprentissage qui est nécessaire, comme le révélait Didier. Oui, mais comme il y a eu une période d'apprentissage quand on est passé à des PC par exemple avec des écrans tactiles, enfin c'est une autre interface. Elle est supplémentaire, mais elle n'est pas comment dire. Elle n'est pas nécessaire. Tu peux t'en passer, ce qui est un peu dommage si tu as payé pour quand même. Mais c'est pas, voilà, tu t'es pas perdu
si jusque-là, tu étais juste sur clavier souris et clavier trackpad. Donc, et puis, je pense que Didier a raison. Les développeurs vont l'apprivoiser. Pas oublier que les développeurs non plus, ils ont, à mon avis, eu tous les mots du monde à mettre la main, ne serait-ce que sur des machines, parce que c'est bien de le développer, mais il faut pouvoir le tester. Donc, voilà, tout ça va s'arranger. Là encore, si tu veux une machine maintenant, tu payes la prime au pionnier et tu prends ton mal en patience. Ouais. C'est vraiment plus productif. Tu as fait ce constat-là, par exemple, sur Final Cut Pro, Didier? Alors, moi, je me pose quand même la question du positionnement de cette touch bar, parce qu'ils l'ont mis vraiment donc, sur les machines pro, ils ont fait des démos sur des applis pro. Pour moi, c'est exactement tout l'inverse, c'est-à-dire que tu es sur quelque chose qui t'apporte je sais pas, des raccourcis clavier que tu avais déjà, qui sont plus rapides, qui t'apporte des rappels d'interface que tu as déjà avec la souris. En plus, les pros, ils ne travaillent pas sur le MacBook Pro, ils travaillent sur des claviers externes. Enfin, moi, je vois quand j'ai fait mon montage sur Final Cut, elle me manquait ma souris, mon clavier et tout. Ils n'ont pas sorti de clavier avec la touch bar. Et du coup, pour moi, en l'état, après une semaine d'utilisation, je me dis qu'elle serait plus utile pour ma maman, tu vois, qui cherche des fois les icônes importantes à l'écran et qui n'arrive pas à les trouver. Là, elles sont dans la touch bar souvent, tu peux mettre en gras, en italique. Et c'est vrai que c'est un plus pour tous ces gens-là, mais pour ceux qui maîtrisent de fond en comble l'ordinateur, moi j'ai beaucoup de mal à trouver des situations en fait où vraiment elle me fait gagner du temps. Pour l'instant, j'en perds beaucoup en fait. Pour conclure avec Gonzague, qu'est-ce que tu as pensé de ces petites démos? Est-ce qu'effectivement tu es d'accord avec Didier? C'est plutôt quelque chose de grand public, plutôt professionnel? J'ai trouvé que Didier avait extrêmement bien résumé le problème de positionnement de cette touch bar. Je la compare un peu à l'Apple Watch, à savoir que c'est joli. Ça coûte un peu cher quand même. D'ailleurs, ça coûte finalement presque le même prix qu'une Apple Watch, parce qu'il faut rajouter un MacBook pour l'avoir. On va en parler du prix. Mais sans le bracelet. On en est beaucoup à lui chercher une utilité. Et c'est la même chose avec l'Apple Watch. Le matin, je me dis, il faut que je la mette. Et la Touch Bar, elle va peut-être tomber dans l'oubli si elle n'a pas un gain de fonctionnalité extrêmement fort. En clair, il y a beaucoup de gens qui nous demandent sur Twitter si on peut revenir en arrière une fois qu'on a adopté l'usage de la touch bar. Est-ce qu'après, lorsqu'on retravaille avec un ordinateur classique sans sa touch bar, on peut revenir en arrière? Là, c'est encore un peu tôt pour vous répondre. Il n'y a pas assez d'applications. On n'a pas assez de temps là-dessus. Ça fait que quelques jours qu'on travaille avec. On essaiera d'y revenir de manière plus longue dans 6 mois, par exemple. 6 mois avec le MacBook Pro. Et on vous dira véritablement si la touch bar est devenue indispensable à nos yeux. Dernier point, on va parler quand même très rapidement des performances avec Didier. Allez, très vite les performances parce qu'on est en retard, Didier. Il n'y a pas forcément un bon bouleversant en termes de performance. La plateforme Intel adoptée n'est pas la toute dernière génération. On reste sur Skylake et non pas Kaby Lake. Donc en termes de performance processeur, c'est pas considérable. Par contre, au niveau graphique, c'est beaucoup mieux. Je crois que tu as tout résumé. Le CPU ne bouge quasiment pas. Et c'est même un peu déprimant parce que quand tu payes le processeur le plus cher, il n'a pas bougé depuis quasiment 2-3 ans. Donc ça fait un petit peu mal. Surtout quand tu fais du montage vidéo et tout. Chaque cœur qui gagne un peu de perf, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais quand même, au niveau GPU, c'est pas mal. Sur les 13 pouces, donc on n'a pas de carte graphique externe, nous, on a réussi à avoir des performances doublées en OpenCL, OpenGL. Donc ça, c'est vraiment cool. Il faut dire que le 13 pouces partait de très très loin, l'ancien modèle. Voilà, mais bon, voilà, si ça double, c'est pas mal. Mais c'est pas des machines de joueurs, c'est pas des machines non plus pour faire des très gros travaux, les 13 pouces. Ouais. Et puis, sur le 15 pouces, donc là, en fait, ils ont mis 3 cartes graphiques qui sont échelonnées suivant si tu payes ou pas le modèle le plus rapide. Toujours l'AMD, pas de Nvidia, malheureusement. Non, mais c'est peut-être pas un choix si mauvais quand tu regardes le marché, parce que Nvidia est encore assez timidement présent là, avec leur nouvelle architecture. Et puis là, les premiers tests qu'on a fait, donc avec la carte la moins rapide de cette année, elle est plus rapide que la carte de l'an dernier, qui était la grosse nouveauté des MacBook Pro. Ce qui est bien un minimum. Voilà, c'est le minimum, mais il est là et moi je vais pas tellement me plaindre. On attend quand même de tester la plus rapide, parce qu'elle, je pense qu'elle pourrait être presque 2 fois plus puissante que le premier modèle. Ce qui est un peu dommage quand même au registre des performances, mais c'est aussi beaucoup de marketing, c'est pour ça que je vais poser la question à Monsieur X et à Cédric, c'est qu'Apple force un peu la main des utilisateurs. Si on veut vraiment une carte graphique, un GPU additionnel, une vraie carte graphique et non pas la puce Iris propre à Intel, il faut prendre un 15 pouces. C'est dommage si on veut monter sur Final Cut avec un 13. Bon, certes, il est plus rapide avec la carte Iris, mais c'est quand même mieux d'avoir un vrai GPU, Cédric. Je ne sais pas à quel point le GPU est utilisé par Final Cut, honnêtement, parce que depuis toujours, les GPU internes, par exemple des processeurs Intel, des plateformes Intel, sont utilisés sur PC pour faire de la compression, décompression vidéo. Ça n'a jamais été le cas sur Final Cut, où c'est toujours aussi, ça n'a jamais été extrêmement véloce. Donc la vraie différence, je ne suis pas sûr qu'elle se situe là, mais oui, de fait, ils ont choisi. Mais je pense aussi que c'est des questions de design, de place, de tout ça, etc. Et puis aussi peut-être de simplifier les gammes est un bien grand mot, mais c'est vrai que tu as une plateforme intégrée sur Intel, autant l'utiliser sur le modèle
j'hésite à parler d'entrée de gamme. Mais en tout cas, 690 €. Puis ça permet de séparer les enfants, les hommes des petits garçons. Et puis en plus de justifier la différence de prix. C'est dire, prenez le 15, bah oui, il est plus cher. Mais regardez, il a la puce ATI. Maintenant, est-ce que ça va changer? Je ne sais pas pour qui ça va, de qui ça va changer la vie, vu qu'on joue toujours pas sur Mac. C'est vrai. Mais alors, c'est une machine pour les pros, Cédric. L'histoire de Kaby Lake et tout ça, le gain de performance de Kaby Lake n'est pas si évident que ça. Il y a des histoires de nombre de cœurs. C'est un peu Broadwell contre Haswell. C'est dommage que Julien G soit pas là. Il t'aurait fait ce débat tout seul. Il ne pouvait pas être là ce soir. Malheureusement. Mais voilà, c'est pas, ne pleurez pas Kaby Lake. Je pense qu'Apple aurait pu l'intégrer s'ils avaient voulu le faire. Ils ont choisi de rester sur la plateforme précédente. Les différences sont pas hyper marquées. Par contre, Didier, on s'attendait à peut-être avoir plus de mémoire pour les monteurs en vidéo, c'est aussi important. 32 Go, c'est limité à 16 et Fichila a répondu, je crois. Oui, et c'est toujours pareil, c'est des compromis. Soit tu prends la nouvelle mémoire qui n'existe pas encore, mais donc il faudra attendre 6 mois de plus. Soit tu mets une mémoire qui consomme plus pour avoir plus de mémoire, mais bon, comme ils veulent faire des machines plus fines, ils peuvent pas mettre plus de batterie. Donc voilà. Après, est-ce que 16 Go aujourd'hui, je pense que c'est pas non plus un si gros problème. Je vois les gens qui râlent parce qu'on peut pas mettre des VM et tout. Je sais pas si vraiment c'est la bonne machine pour aller mettre 5 VM et utiliser vraiment autant de mémoire. Mais voilà, on est un petit peu dans l'entre-deux. On aurait quand même aimé avoir ce petit saut, en fait. C'est sûr. Gonzague. Il y a un blogueur qui s'est amusé à faire un test en ouvrant des tonnes d'applications sur son Mac et finalement, il avait réussi à ouvrir beaucoup de choses avant de saturer les 16 gigas. Et en plus, comme ton disque est SSD NVMe Express, embrouille, eh bien, tout ce que tu devrais utiliser sur le disque dur pour l'utilisation de cette mémoire-là, elle serait super rapide aussi. Donc finalement, les performances ne sont pas si détruites que ça. Quelque part, messieurs, on n'est pas dans un modèle de transition pour précéder un petit peu le prochain chapitre qui va arriver pour répondre à la question de quel modèle choisir. On n'aurait pas intérêt à attendre vraiment l'optimisation de Kaby Lake pour acheter le nouveau MacBook Pro Touch Bar. Non, c'est pas un modèle de transition, il va rester très longtemps parce que je te promets que si Apple nous sort des nouveaux modèles avec des processeurs remis à jour dans les 6 mois, on va mettre des têtes au bout des pics à l'Apple Store. On va essayer de répondre tout de suite à cette question, à savoir si le modèle justement d'Apple est trop cher et quel modèle choisir, c'est tout de suite. On passe à la douloureuse avec le prix. L'entrée de gamme sans la Touch Bar est facturée, Monsieur X, 1690 €. C'est presque en 13 pouces, 250 € de plus que la version normale qui est toujours au catalogue, l'ancienne version. Comment on peut justifier cet écart? Moi, j'ai du mal à comprendre. Si tu es un utilisateur lambda, effectivement, tu n'arrives pas à le comprendre puisque, on est tous dans cette logique, génération après génération. Le prix des matériels informatiques devrait baisser, sauf chez Apple. Voilà. Donc, il faut se rappeler que Apple, on l'a déjà dit maintes fois, ne transige jamais sur une chose, qui est la marge qu'il fait sur ses produits. Et, on a une belle illustration, effectivement. Ils ont mis quand même un certain nombre de nouvelles choses dans le produit qu'ils justifient. Et puis, surtout, vraisemblablement, par rapport aux générations précédentes, il y a aussi cette histoire qui est très importante pour Apple dans le prix final, de la parité euro-dollar. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, la parité entre l'euro et le dollar est à un quasiment plus bas historique. Il te faut simplement 1,05 $ pour acheter 1 €, alors que sur les gammes précédentes, on était plutôt dans les 1,20. Donc ça, c'est 15% de prix en plus, puisque Apple rejette toujours la fluctuation dollar-euro sur ton porte-monnaie à toi. Malgré tout, ça pourrait être pire, tu pourrais le payer en livres. Ouais, je pense que c'est difficilement compréhensible parce que même si on a compris que c'était une gamme de produits pour les pros, c'est-à-dire chez Apple, pas forcément les professionnels, mais les indépendants qui ont de l'argent, ce modèle, c'est un modèle entrée de gamme. Donc, ils devraient faire un petit effort ou alors ils ont abandonné tout espoir de faire un petit peu de part de marché, en tous les cas, avec ce produit-là. Ce qui me paraît, moi, stupide. Ouais. Et Didier, si on veut carrément la Touch Bar, il faut encore ajouter 300 € de plus par rapport au modèle de base. 1990 € pour la version de base, un 13 pouces. Waouh, c'est quand même pas donné. Non, je les trouve très mal tarifés, très mal échelonnés, et puis les gammes très mal faites. Alors évidemment, je ne fais pas partie du marketing d'Apple, mais c'est vrai que l'entrée de gamme est beaucoup trop chère. Il devrait être à 1300, 1400. Et puis, tu ne devrais pas avoir des machines qui coûtent plus de 1700, 1800 € avec 256 gigas de disque.
ou 8 Go de RAM, ça devrait pas exister. Et sans GPU dédié, quoi, sans GPU. En plus, non mais vraiment, là, les gens râlent sur le prix. En fait, c'est le principal motif. Hein, c'est pour ça que les gens râlent autant, c'est vraiment les prix. Et puis surtout, c'est dès que tu grimpes un tout petit peu, que tu veux mettre, allez, 512 Go, 1 Tera, c'est pas tant que ça, 1 Tera. Mais tout de suite, t'es à 1 500 € de plus, 2 000 € de plus. Enfin, vraiment, on est sur des ça monte jusqu'à 1 680 € si tu veux un disque de 2 Tera sur le 15 pouces. C'est réservé qu'au 15 pouces. Hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même fou. Et le 15 pouces, le ticket d'entrée, c'est 2 699 quand même. Donc c'est pas donné. J'en ai parlé avec les responsables d'Apple lorsqu'ils nous ont fait la démo. Pour eux, ils ne considèrent pas évidemment que le Mac est trop cher, hein, le MacBook Pro, bien entendu. Mais je leur dis quand même, il y a quand même une vraie difficulté de pouvoir d'achat, notamment en France, et pas seulement qu'en France d'ailleurs. Et le ticket d'entrée au Mac devient de plus en plus cher. Alors ils me disent, mais on a encore le MacBook Air. Mais je leur dis tout simplement, le MacBook Air, il est sorti il y a 6 ou 7 ans, il fait rêver plus personne. Donc quelqu'un qui a un MacBook Air aujourd'hui qui veut changer, il ne va pas se reprendre un MacBook Air. Qu'est-ce qu'il risque de faire? C'est prendre un PC. Donc pour moi, il y a un vrai danger. On s'est d'ailleurs amusé à comparer les configurations d'Apple avec celles du monde PC pour comprendre si véritablement c'est cher. Alors, évidemment, on a été chercher des marques un petit peu premium. On commence par la nouvelle gamme Razer avec le Blade. Alors regardez, il est équipé d'un écran non pas 13 mais 14 pouces, mon cher Cédric. Et il dispose, lui, d'une puce Core i7 alors que c'est du Core i5 et c'est du Kaby Lake sur le Razer et c'est pas du Skylake à 2,6 GHz, 256 Go de SSD comme le MacBook Pro, 16 Go de mémoire. Il y a 2 ports Double 3. Alors qu'il y en a 4 sur le modèle d'Apple. Mais il y a toujours de l'USB 3 classique, ce qui est toujours agréable. Il pèse moins de 2 kg, donc il est relativement léger. Il revient à 1 999 €, c'est-à-dire peu ou prou le prix du MacBook Pro Touch Bar. La seule différence, que lui, il a un écran full tactile, ce qui est quand même pas mal non plus, et qu'il a une vraie carte graphique, une GeForce GTX 1060. Voilà, donc on voit que les prix... Tu es en train de dire que ce serait un très sérieux Hackintosh. Ce serait un très sérieux Hackintosh, mais ça montre que, bon, d'abord, les prix d'Apple sont... Il y a aussi des PC qui ne sont pas loin des prix d'Apple, mais ils sont quand même mieux disant en termes de spec. C'est assez notable. Et l'autre machine pour laquelle qu'on a choisi pour comparer au MacBook Pro Touch Bar, et on aura terminé avec cette émission, c'est le Surface Book de Microsoft, qui s'inspire beaucoup d'Apple. La version de base, équipée d'un Core i5, qui est un peu vieillissant aujourd'hui, de seulement 128 Go de mémoire, est facturée 1 649 €. En gros, le modèle sans Touch Bar d'Apple, donc voilà, alors que lui il est tactile et qu'il a un vrai stylet pour travailler. Et en plus il y a carrément une remise de 150 € en ce moment, donc voilà, Microsoft casse les prix. Et en version 256 Go, donc qui est plus comparable à la version Touch Bar, le prix passe à 2069 €, donc légèrement plus élevé que le modèle d'Apple. Donc officiellement Apple n'est pas si cher que ça. Oui, officiellement, mais bon, le Surface Book est un produit qui est, je trouve, largement plus innovant. Avec puis il y a une vraie carte graphique, encore une fois, exactement, avec le côté où tu peux détacher la tablette du clavier. Sachant que la toute nouvelle génération qui vient d'être présentée avec la puce i7, vraiment très puissante de chez Microsoft, le prix monte jusqu'à 3 549. Donc on voit que les prix sont élevés, on n'est pas à moins de 500 €. Mais c'est vrai que pour illustrer ce que disait Didier à l'instant, c'est vrai qu'en termes de tarification, on ne comprend pas trop où ils veulent aller Apple. Et surtout, il y a un vrai problème pour avoir des Mac portables à un prix abordable. C'est important, Monsieur X, pour évangéliser et satisfaire notamment les étudiants qui découvrent le Mac et qui après ont plus de sous pour acheter des modèles plus évolués. Là, ils vont plutôt se tourner vers du PC. Et ce sera le mot de la fin, Monsieur X. Oui, soit ils vont se tourner vers du PC, soit vers le MacBook. Voilà, d'ailleurs, je ne pense pas que Apple ait designé le MacBook Pro avec les étudiants en tête. En tous les cas, les étudiants français. Il faut aussi se rappeler, si tu veux, en termes de prix, que le prix, c'est de la réalité, ce que tu viens de décrire, et puis de la perception, et que les chefs produits chez Apple connaissent très bien le marché américain, pas les marchés européens, et pour eux, un Mac, ça ne s'achète pas en sortant de l'Apple Store, ça se finance à crédit, donc c'est un loyer par mois. Donc si tu ramènes ça à un loyer étudiant par mois aux États-Unis, tu vas passer de 16 € à 19, de 16 $ à 19 $, avec 30% d'augmentation, mine de rien. Mais ça ne te paraît pas trop douloureux parce que tu payes un loyer. Et je crois aussi que les chefs produits chez Apple, ils pricent comme ça avec un loyer en tête et pas un prix frontal qui reste plutôt un truc qui est important pour nous en France. Mais le résultat, on l'aura dans les ventes et je pense qu'Apple va avoir très mal parce que ses prix sont juste honteux. Ouais, voilà. Il faudrait juste peut-être positionner le Mac, c'est facile à dire, le MacBook Retina
autour des 1200 €, pas 1500 €. Hein. Sinon, il faut se tourner vers le MacBook Air. C'est quand même une machine qui ne fait plus rêver le grand monde aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. On passe tout de suite au concours. Cette semaine, notre partenaire Crucial vous offre un disque SSD MX300 d'une capacité de 750 Go pour remplacer le vieux disque dur de votre Mac et booster ses performances. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de répondre à cette question. Quelle est la vitesse de lecture et d'écriture du MX300 750 Go de Crucial? Tout est sur le site de Crucial. Répondez simplement via le compte Twitter @CrucialFrance, @CrucialFrance, en associant l'hashtag SSD Crucial, SSD Crucial. Bonne chance, mais c'est pas tout. Crucial vous propose en plus de faire des économies en vous proposant un bon plan à l'occasion du Black Friday. Le SSD MX300 750 Go vous est proposé à 132 €, soit une remise de plus de 50 € par rapport au prix habituel sur le site www.crucial.fr. Et en plus, pour tous les fans d'ORLM, Crucial offre la livraison UPS d'une valeur de 17,49 € avec le code ORLM, tapé en majuscule, c'est important. Et ce code n'est valable que jusqu'à samedi soir, 26 novembre, 20 h. Encore une fois, bonne chance. Autre cadeau, notre partenaire Beezy vous offre, regardez, des housses ORLM Mac Addict spécial pour les 40 ans d'Apple. Hein. Il y a tous les modèles, donc il y a 7 modèles à gagner. Il suffira de nous envoyer le modèle que vous souhaitez recevoir. Elle est vraiment magnifique avec l'ORLM en argent et à l'intérieur les fameuses lignes d'Apple qui rappellent le logo original. Merci à Beezy pour ce magnifique cadeau. Et puis vous pouvez le retrouver dans le commerce, hein, sans le logo ORLM. Ça s'appelle la gamme Mac Addicted. Pour la France, le partenaire privilégié, c'est ORLM. La question est très simple. Quel anniversaire va fêter On refait le Mac cette année? C'est plus de 6 et c'est moins de 8. C'est assez facile. Vous répondez avec l'hashtag ORLM Beezy, l'hashtag ORLM Beezy et sur le compte @On refait le Mac. @On refait le Mac. Bonne chance, on vous donnera la réponse dès la semaine prochaine. On passe maintenant au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence par Cédric. J'ai résolu un vrai problème de riche. Oui. Dans mon 8 pièces cuisine de 400 mètres carrés, j'avais des problèmes de couverture Wi-Fi. Non, je plaisante, je vis pas dans si grand que ça, bien loin de là, mais de fait, au fin fond de la surtout que tu es un peu dans un placard pour faire cette émission. Alors là, je suis dans un placard, mais non, je te rassure, mon appartement se limite pas à ça, heureusement, le nombre de gens qui y vivent. J'ai l'immeuble dans lequel je suis a plein de qualités, par exemple l'isolation, mais par contre, on a des bons gros murs en béton, et ça, pour le Wi-Fi, c'est pas de la balle. Alors évidemment, le Wi-Fi de base de la box, de la Freebox, ça suffisait carrément pas. J'avais mis un routeur, mais au fond, dans la chambre, justement, ce que tu fais pour embêter ta femme, le MacBook sur les genoux dans le lit, bah, ça marchait pas très bien. Et alors l'iPad ou tout ça, c'était très limité. Et est arrivé, enfin, un truc que Netgear vient de faire. On connaissait les gros routeurs de jeux de Netgear, ça c'est magnifique, mais bon, ça quand même, en termes de design, c'est un peu... Ça c'est agressif, dirons-nous. Voilà. Et donc ils ont sorti un truc qui s'appelle Orbi, très joli. On dirait, je sais pas, on dirait un diffuseur d'huile essentielle. Un Google Home. Sinon qu'en fait c'est exactement. On dirait un Google Home, a dit Gonzague. On dirait un Google Home un petit peu. Oui, c'est vrai. Ouais, il peut y avoir de ça, sinon qu'il ne parle pas. Pas encore. C'est les mêmes techno à l'intérieur, donc vraiment c'est du Wi-Fi AC qui déchire, etc. C'est parfait pour une connexion fibre, mais surtout tu peux acheter le kit où il y en a 2. Et le deuxième n'est pas juste un relais du premier au sens relais Wi-Fi tel qu'on le faisait jusque-là. C'est un truc qui quand même d'abord commence par pomper la bande passante que tu as de ton Wi-Fi principal. Ils ont leur propre réseau sur lequel ils se parlent. C'est comme si tu avais 2 bornes Wi-Fi indépendantes, mais il y en a une qui n'est pas reliée. Et la couverture est top, quoi. Voilà, c'est top. Bon, c'est pas donné, c'est 400 €, mais là je me suis dit, ça y est, je vais résoudre mon problème. J'ai donc connecté le premier Orbi à ma box, ma Freebox fibre là. Super connecté, ça marche d'enfer, ça va très très vite. Et puis là j'ai voulu connecter le deuxième, je sais pas, j'ai eu un bug et du coup je suis allé dans ma chambre quand même tester ce que ça faisait avec juste une. Ça marche parfaitement en fait, j'ai pas besoin de la seconde. Tu me filais la seconde, Cédric, merci beaucoup. Donc voilà, Netgear Orbi, c'est bon, mangez-en si vous avez une maison et que ça marche pas dans le jardin, la piscine, la terrasse, en haut, en bas, dans toutes les chambres et la cave. Là vous aurez besoin des 2 bornes, 400 €, mais de prix soumis. Merci Cédric. À bientôt. Merci Cédric, il va vite à ton rendez-vous. Merci Cédric. Benjamin, ton coup de cœur ce soir? Ouais, alors on est en retard, donc je vais essayer de faire un petit peu plus court que Cédric. Oui, ça va être facile. Ouais. Mon coup de cœur cette semaine, c'est la Smart Remote de 7Hug. C'est une télécommande universelle pour objets connectés. Alors le principe, c'est qu'en fait, ça contrôle tous les appareils de la maison. Il suffit de pointer la télécommande vers un appareil, la télévision, les ampoules, la musique. Et ça permet de contrôler juste en pointant.
trouve ça génial. Donc il y a 25 000 produits compatibles, des téléviseurs Samsung, j'ai des Philips Hue notamment, des Sonos, des thermostats Nest. Monsieur X doit être en extase. Dans la porte, enfin, c'est formidable. C'est un projet Kickstarter pour l'instant. Elle est disponible à $149 pour une livraison en juillet 2017. Merci Benjamin. Monsieur X, justement, quel est votre coup de cœur ce soir? Quel est ton coup de cœur? Alors moi j'ai deux coups de cœur. Le premier très rapidement, ça vient de chez Amazon et ça s'appelle le Dash Button. Voilà, alors c'est quoi le Dash Button? On vous mettra l'URL. C'est un petit bouton qui vous permet en une seule pression d'aller commander un produit qui vous manque. Typiquement... c'est pas pour faire la lessive. Voilà, les sacs poubelles ou les galets pour anti-calcaire pour votre machine à laver. C'est quand il n'y en a plus que vous apercevez que vous en avez besoin. Plutôt que d'ouvrir votre Mac ou de prendre votre smartphone, vous mettez ce petit bouton à côté de la machine à laver. Il faut le paramétrer au départ, le connecter en Wi-Fi. Vous cliquez dessus, c'est un one-click physique. Et le lendemain, si vous êtes abonné premium, vous recevez le produit qui vous manque. Donc en fait, c'est un chemin inverse à la digitalisation. On passait notre temps à faire des listes de courses sur des smartphones. Maintenant, on met ces petits boutons à côté des produits critiques, on clique dessus et Amazon nous livre le lendemain. Intéressant parce que ça peut rendre service aux gens et c'est, à mon avis, extrêmement captif. Et je pense qu'Amazon essaye de se placer auprès des marques comme un intermédiateur en termes de publicité, parce que si tout le monde a des Dash Buttons avec sa marque préférée, plus besoin de faire de spots de pub. Et puis un deuxième... Second coup de cœur, monsieur X, oui. Ouais, pour la lecture ce week-end, c'est un manga. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc c'est un mec qui s'appelle Coq de combat. J'ai un petit doute sur le fait que je l'ai déjà présenté, mais c'est pas grave. Donc d'un gars qui s'appelle Hashimoto Izo et d'un deuxième gars qui s'appelle Akio Tanaka. C'est du karaté, donc j'adore ça. Et ça raconte l'histoire d'un jeune japonais de 16 ans qui commence par tuer ses parents. Sympa. Sympa comme histoire. Sympa, monsieur X, comment plomber l'ambiance? Allons-y. Et pour pas mourir violé par les autres détenus, il apprend le karaté. C'est terrible. Il devient champion du monde de MMA. C'est absolument génial dans le genre que j'affectionne, qui s'appelle le Seinen, donc les mangas un peu musclés. Et ça s'appelle Coq de combat. 9 € dans toutes les bonnes librairies. Il y en a 34 tomes. Ça peut vous durer un certain temps. Merci, monsieur X. De ton côté, Didier, quel est ton coup de cœur? Alors moi, j'ai un petit coup de cœur maison et qui peut faire un très bon cadeau de Noël si tu aimes la BD, si tu es un peu geek, un peu fan d'Apple aussi, puisqu'en fait avec un dessinateur donc, qui s'appelle Fateh, qui nous fait des petites planches sur Mac Forever en relation avec l'actualité régulièrement. Et puis là pour Noël en fait, donc il a préparé une BD papier, hein, une vraie BD. Vrai. Voilà, mais il faut la financer. Alors tu vois, on a lancé le truc il y a plus de 2 semaines ou un peu moins. On est déjà à 59% de notre Ulule. Donc voilà, j'ai pas mis la barre très haut, je crois qu'elle est autour de 7000. Donc si vous avez envie d'une petite BD à Noël avec plein d'histoires autour d'Apple qui sont assez drôles, hein, vous pouvez aller voir les BD qui sont sur le site de Orion. Et puis voilà, Olivier vous mettra le petit lien, je pense, sous la vidéo. Merci Didier. Pour qui nous reste? Il nous reste Gonzague encore. Moi. Quel est ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est ce casque qui s'appelle le Backbeat Pro 2 de chez Plantronics, qui a 24 heures d'autonomie. C'est quand même pas mal. C'est un casque sans fil, avec annulation acoustique. Dessus, tu peux désactiver l'annulation acoustique, ce qui n'est pas possible sur tous les casques concurrents. Franchement, ça marche pas mal avec des commandes tactiles à l'extérieur. C'est pas dégueu. Ouais. C'est mieux ou c'est moins bien que le Bose? Ça isole moins bien. Ouais. Mais ça coûte beaucoup moins cher. Oui, ça coûte $200. C'est quand même la moitié du prix du Bose. C'est très cher. Et ça se charge en USB. Pareil, tu peux quand même l'utiliser quand il n'a plus de batterie. Bon produit. Mon coup de cœur, je l'ai un petit peu éventé tout à l'heure. Regardez, c'est simplement cette petite batterie que j'ai trouvée sur Amazon. C'est Vinsync qui fait ça. C'est une batterie de 20 000 mAh. Il y a de quoi tenir presque 4 ou 5 jours sans recharger son iPhone avec ça. Si, vous pouvez la recharger. Ce qui est vraiment original de cette batterie, outre la petite zone tactile qui est là, évidemment qui ne marche pas lorsque j'appuie ou donne la charge. Voilà, on est ce soir à 76%. Vous avez un port USB normal pour charger votre iPhone, un port un peu plus puissant pour charger l'iPad, y compris l'iPad Pro. Et c'est un chargeur rapide, ça c'est plutôt pour le monde Android. Et puis à côté, vous avez le fameux port USB-C, donc vous pouvez charger le MacBook Pro 13 pouces, voire le MacBook Retina 12 pouces sans problème. Et voilà, vous n'avez plus besoin presque de rentrer à la maison pour charger vos machines. Vous pouvez travailler sur tous les terrains et ça vaut presque rien en ce moment sur Amazon. Ça vaut une trentaine d'euros. Donc faites-vous plaisir pour les fêtes. Autre coup de cœur, évidemment, c'est iCreate. Si vous voulez tout savoir sur le MacBook Pro, sur la Touch Bar, je vous invite à acheter le dernier numéro qui est en kiosque depuis quelques jours.
Apple relève la barre, on essaie d'y répondre dans le prochain écriette. Voilà. Et dernier coup de cœur, regardez, c'est notre décor qui prend forme. Merci à Lionel Martin qui nous a aidé à monter ce beau décor. Petit à petit, l'oiseau fait son nid à 42 et j'espère que bientôt on pourra vraiment vous montrer notre décor définitif, une version finale, plus de version bêta que jusqu'à maintenant. J'espère que d'ici la fin de l'année, vous verrez le studio dont on refait le Mac tel qu'il sera de manière définitive. Voilà, vous retrouvez tout le monde chaque semaine dans On refait le Mac. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. C'est une spéciale coup de cœur de Noël. Il y aura plein de produits. Tu seras avec nous, Gonzague ? La semaine prochaine, je suis pas sûr. Alors, on va essayer de se débrouiller pour qu'il soit là. Et s'il n'est pas là, on fera ça à distance. Quant à nous, on se retrouve donc dès la semaine prochaine, un spécial coup de cœur de Noël. Soyez au rendez-vous. Plein de cadeaux, plein d'idées cadeaux high-tech. Soyez encore une fois au rendez-vous. Au revoir.